TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Et dans l'actualité ce mercredi, retour sur le sommet de la CEDEAO hier à Accra. Les chefs d'État ont dit non à la junte pour sa transition de 18 mois au Mali. Il a été à temps traité et guéri, il témoigne. Le ministre Afua Tchadedi, victime du Covid-19, appelle les populations à prendre conscience de la maladie. Et puis, attention au risque d'inondation, il pleut beaucoup, surtout dans le septentrion. La plateforme de réduction des risques et catastrophes se prépare. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Une transition de 12 mois, pas plus. Un président et un premier ministre, tous deux civils, sinon les sanctions demeurent. Le président Faure Gnassingbé et ses pairs de la CEDEAO restent fermes face aux militaires qui ont pris le pouvoir au Mali. La junte a en effet présenté hier à Accra sa feuille de route pour une transition de 18 mois. La CEDEAO dit non. Ramdan Bassina. À Accra, au Ghana, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO étaient appelés à étudier et à examiner la charte de transition présentée par la junte militaire présente dans la capitale ghanéenne. Une charte qui n'a pas reçu l'assentiment des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Aux côtés de ses pairs de la CEDEAO, le chef de l'État Faure Gnassingbé a pris une part active à ce sommet. Au terme de cette rencontre à huis clos avec le Conseil national pour le salut du peuple, CNSP, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a pris acte de la durée de la transition politique au Mali qui sera de 18 mois. La dissolution du Conseil national pour le salut du peuple CNSP sera effective après la nomination d'un président et du premier ministre civil à la tête de l'instance dirigeante du Mali. Pour ce qui concerne les sanctions économiques, celles-ci seront levées une fois obtenue la nomination du président et du premier ministre. La médiation poursuivra donc les discussions avec la junte pour une mise en œuvre effective des recommandations. L'hôte du sommet, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, encourage les parties prenantes à la crise malienne à œuvrer ardemment pour une sortie rapide de la situation. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a été accueilli à son arrivée à Accra par des officiels ghanéens. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, attention, il pleut beaucoup à l'intérieur du pays. Les averses font craindre des risques évidents d'inondation. La plateforme de réduction des risques et catastrophes se prépare à des réponses adéquates. On fait le point avec Chris Agbedinou et Edem Sousoupo. Depuis la moitié du mois d'août, la partie septentrionale du pays est touchée par les inondations. On déplore des pertes en vies humaines, 6 au total, ainsi que des dégâts matériels. L'Agence nationale de la protection civile, ANPC, parle de 1227 maisons écroulées, 851 ménages touchés, 14 chambres fissurées et 38 décoiffées. Le point ici fait à tous les acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. Ils sont mis au même niveau d'information sur l'urgence des actions à mener et planifier les interventions de chaque secteur. Nous profitons de cette occasion pour présenter nos compassions à toutes ces familles éplorées. L'agence a partagé des gilets de sauvetage. On est en train de faire une évaluation rapide avec les autres structures interministérielles. L'agence aujourd'hui a assisté à ceux qui n'avaient pas d'abri dans les meilleurs délais. L'agence les a aidés à retrouver des abris dans de petites localités ou dans des centres d'accueil face à cette situation. On a donné des vivres parce que nous avons, l'agence est délocalisée, nous avons une antenne à Dapan, une direction régionale à Kara, une antenne à Dankpen. Donc ces antennes-là
avec les prépositionnements que nous avons sur le terrain, ont eu à intervenir et assister les plus urgents. Le Sud Togo connaîtra aussi des pluies mais modérées. La météo annonce des risques d'inondations fluviales. La vigilance est alors de mise. À l'endroit des populations, c'est d'éviter toujours de construire ou de cultiver dans les zones à risque et écouter les informations météo. Nous avons des agents sur le terrain, écouter les conseils lors des sensibilisations pour pouvoir éviter ce qui malheureusement arrive quand il y a inondation. Nous surveillons aussi le barrage de Nangbeto qui, des fois, quand il y a le trou plein, déverse de l'eau pour la partie sud-est. Donc, ce n'est pas trop inquiétant, mais on continue la surveillance. Le ministère en charge de l'action sociale a fait une prévision de couverture de 10 000 victimes. Un plan d'intervention à grande échelle est actualisé. La Croix-Rouge togolaise a procédé à la mise à jour du plan de contingence communautaire. Cette réunion technique a aussi le mérite de s'assurer que tous les acteurs sont mis au parfum de l'évolution de la situation sur le terrain en vue d'une bonne harmonisation des actions à mener. Et direction la région des Savanes, une deuxième opération d'achat de maïs en 2 mois. Et cette fois, c'est 287 tonnes de céréales qui ont été enlevées par ANSAT, l'étape de Bagré dans le Punjal. Le récit, Tchazim Nabaka. L'Agence nationale de sécurité alimentaire ANSAT, de retour sur le terrain auprès des producteurs dans la région des Savanes pour un deuxième passage de l'opération spéciale d'achat de céréales. Un achat exceptionnel voulu par le président de la République, soucieux de soulager définitivement les paysans des derniers stocks qui traînent encore dans les magasins. Il y a une campagne spéciale d'achat des excédents céréaliers qui a été lancée le 16 juillet dernier. L'objectif que vise cette campagne, c'est de s'assurer que les excédents de l'année dernière ont été totalement absorbés, que ce soit par l'ANSAT ou bien par les autres acteurs. Donc on a fait un premier passage dans la région des Savanes, au cours duquel nous avons mobilisé 1021 tonnes pour un montant de 176 400 000 francs CFA. Et donc il était nécessaire qu'on revienne sur nos pas, vérifier ou nous assurer qu'effectivement les excédents de l'année dernière déclarés par les paysans n'existent pas. Mais chose curieuse, quand on est arrivé, ils avaient encore 296 tonnes, c'est un reliquat. Donc l'objectif de ce deuxième passage, c'est de glaner les résidus des stocks issus des excédents de l'année dernière. Donc on a décaissé 45 900 000 francs CFA pour absorber les 287 tonnes. On le fera aussi dans les autres régions pour que d'ici fin octobre, qu'on n'ait plus les stocks émanant des excédents de l'année dernière. En tout cas, c'est la mission qui a été confiée à l'ANSAT. Cette mission s'est concrétisée à Bagré, dans la préfecture de Pendial, par l'achat des tout derniers stocks de la coopérative Gundo, soit 85 tonnes de maïs à 13 600 000 francs CFA. Vraiment, nous sommes très contents du gouvernement d'avoir fait un pas vers Bagré pour nous prendre le stock qui restait de 85 tonnes. Cet argent va nous permettre encore de continuer à entretenir nos cultures pour avoir de bons rendements la saison prochaine. Nous remercions vraiment le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour la population de Bagré et les agriculteurs. 2 tonnes de maïs déclarées tardivement par des membres de la coopérative sont immédiatement achetées par l'ANSAT, portant le total des emplettes à 87 tonnes pour une enveloppe globale de 13 920 000 francs CFA. L'ANSAT affiche ainsi sa détermination à en finir définitivement avec tous les stocks de l'année dernière, encore sous les bras des producteurs, afin de leur permettre de continuer sereinement les activités de la campagne agricole en cours. Pour le compte de l'ensemble de la région des Savanes, les 2 passages ont permis à l'ANSAT de procéder à l'achat de 1308 tonnes de céréales pour un montant de 222 400 000 francs CFA.
L'opération est couplée d'une séance de sensibilisation sur le respect des mesures barrières contre la propagation de la pandémie du coronavirus. La pandémie s'installe dangereusement à l'intérieur du pays, dans les villes et même dans les hameaux. Donc nous avons tenu à rappeler à nos parents qu'ils doivent continuer par appliquer les mesures barrières. Quand la pandémie s'installe dans nos milieux, elle a plus de facilité de se développer. Donc les risques sont même plus grands actuellement que par le passé. Ils doivent forcément continuer par appliquer les mesures barrières en portant les masques, en se lavant les mains et en évitant les attroupements. C'est extrêmement important pour sortir les résultats que nous attendons d'ici 2-3 mois en termes de récolte. Joignant l'acte à la parole, le directeur général de l'ANSAT s'est plié à l'exercice à plusieurs reprises pour que les producteurs puissent bien maîtriser les gestes barrières, se les approprier afin de mieux les respecter scrupuleusement et rompre ainsi la chaîne de contamination du coronavirus au Togo. Les menaces, bien sûr. Comment protéger donc notre écosystème marin et côtier? Eh bien, un plan d'action national est en préparation. La session est ouverte depuis ce matin. Les précisions, Issa Karouna, Sandra Diaby. La Convention d'Abidjan, c'est ce cadre qui met à la disposition des États parties d'importants outils de mesure et de contrôle pour la lutte efficace contre les menaces de l'écosystème du littoral. Ici, experts, consultants et acteurs du domaine marin partagent leurs préoccupations et apportent leur contribution au plan d'action national du Togo. Mais la consultation du Togo aujourd'hui, c'est concrètement de dire quelles sont les priorités en matière de gestion intégrée de la zone côtière, quelles sont les priorités en matière de gestion durable des ressources de la mangrove, quelles sont les priorités en matière de préservation de l'environnement marin et côtier, surtout dans un contexte d'exploitation et d'exploration pétrolière et gazière. L'adhésion du Togo à la Convention d'Abidjan est une confirmation pour mener à bien la lutte contre la dégradation de ses côtes. Il ne cesse dès lors de déployer des actions supplémentaires dans ce sens. Le Togo, en ce qui le concerne, s'est engagé dans l'adaptation de son dispositif de prise en charge de toutes les questions liées à la sécurité environnementale, notamment à la lutte contre la pollution et à l'érosion côtière qui menacent ces dernières années les écosystèmes du littoral. Je voudrais à cet effet saluer ici les efforts de mobilisation déployés par les organisations sous-régionales et les partenaires multilatéraux. S'inscrivant dans le cadre de la recommandation de la 12e conférence des États parties à la Convention, les consultations contribueront à sa revitalisation en mettant à la disposition de ces pays membres une liste d'activités concrètes. Climatiseurs, matériel et autres matériels outillage du secteur du froid, du matériel frigorifique remis à l'association des frigoristes du Togo. Le geste vient du ministère de l'Environnement, mais pourquoi faire? Les précisions avec Issa Karouna et Sandra Diabé. Du matériel frigorifique pour accompagner l'association des frigoristes du Togo dans l'exercice de leur métier. C'est un don du ministère de l'Environnement. Un geste qui permettra aux utilisateurs de réduire la consommation d'énergie et par là parvenir à l'élimination des substances qui détruisent la couche d'ozone. La couche d'ozone est située dans la stratosphère et cette couche joue un rôle assez important pour la survie de l'espèce humaine. Mais à travers nos faits et gestes, nous contribuons à détruire la couche d'ozone. Dès lors que nous avons pu identifier certaines activités qui participent à cette destruction, il était devenu opportun pour nous de sensibiliser les acteurs. Mais nous pensons qu'au-delà de cette sensibilisation, il faut joindre l'acte à la parole. C'est un don qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour la protection de la couche d'ozone. Un effort du gouvernement
dans la mise en œuvre du plan de gestion de l'amélioration des hydrochlorofluorocarbones. Un lot d'équipements qui va nous permettre de faire la bonne pratique en matière de réfrigération. Cette bonne pratique nous sert à récupérer, avec ces équipements, à récupérer les substances, les réfrigérants, et à les stocker, à les recycler et à les réutiliser. Aujourd'hui, ça vient nous soulager par rapport aux charges que nous avons. Ça nous encourage également dans notre vision d'aller vers un développement durable à travers des énergies renouvelables. Inscrit depuis quelques années dans la démarche qualité à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce geste vient contribuer à l'amélioration de la gestion rationnelle de ces substances nocives et prévenir les risques biologiques, radiologiques et nucléaires. Je vous l'annonçais tout au début du journal, attention, le virus circule toujours et il attaque une victime du Covid-19, témoigne le ministre des enseignements primaires et secondaires, malade, traité et guéri, appelle à la vigilance et au respect des gestes barrières, ainsi que la coordination de riposte contre la maladie. Le récit de Douaré. Témoignage inattendu à la conférence Coordination de riposte presse. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire confirme avoir été infecté par le Covid-19. L'information a fait le tour des réseaux sociaux il y a environ 3 semaines. Afo Achadedi, devant la presse, raconte les faits. Je vous annonce et je vous confirme que j'étais infecté par le virus. Il m'est arrivé d'avoir des vertiges de quelques fractions de secondes. Je me commençais à me poser des questions. Vraiment, le palu là, il est terrible. Lundi à 13h30, 14h, j'étais à mon bureau. J'ai senti un froid. J'ai commencé à avoir sérieusement des vertiges. Vers 18h30, moi qui avais froid, maintenant j'ai chaud. Je mets la clim à fond. Malgré ça, je transpirais. À un moment donné, j'ai commencé à avoir mal au ventre, comme si je sentais la diarrhée. Et ça s'accentuait. Il me faut faire un prélèvement, un test de Covid. Et c'est là que c'était avéré qu'effectivement, j'étais infecté par le virus. Je suis libéré parce que je m'adresse à mes compatriotes pour que les gens prennent encore conscience de cette pandémie. Un témoignage qui interpelle en ce moment où l'on note un relâchement dans le respect des mesures sanitaires. Le coordinateur met l'accent sur les comportements à proscrire avant de faire le point de la situation. Dans ce témoignage, j'ai soulevé plusieurs points. Le premier point, c'est le paludisme. Dès qu'on dit que j'ai le palu, systématiquement, il faut qu'on cherche à faire le test Covid avec des signes du paludisme. Deuxième point, éviter l'automédication. L'automédication va cacher, simuler les symptômes et faire apparaître les signes graves ou faire apparaître les signes le moment où la maladie est déjà grave. Troisième point, quand on fait le test, la personne doit rester sur place jusqu'au résultat. Le quatrième point, quand on fait les tests pour dire que quelqu'un est guéri, il faut forcément faire 2 tests à 72, 48 et 72 heures d'intervalle. La période du 12 au 18 août, si je commence par 5 au 11 août, nous avons eu 82 cas. Du 12 au 18 août, 103 cas. De 19 au 25 août, 136 cas. 26 août au 1er septembre, c'est-à-dire la semaine d'avant, il y a 107 cas. Et la semaine dernière, du 2 septembre au 9 septembre, 112 cas. Cette semaine, nous avons 82 cas. Ça veut dire que cette semaine, les chiffres
des cas positifs ont baissé. Et ces chiffres ont baissé parce qu'il y a les chiffres dans les foyers épidémiques qui ont baissé. Et par ricochet, si on regarde derrière, ce qui avait fait augmenter les chiffres des semaines dernières, c'était ces foyers épidémiques. Pour ce qui est des guéris, cette semaine, nous avons 92 guéris contre 109 guéris. Et cette semaine, nous avons eu 6 décès en plus. Ces derniers temps, nous avons assisté aussi à une augmentation dans la préfecture de la Kara, notamment dans la préfecture de Koza. Et ces derniers temps, nous avons assisté à quelques augmentations dans la région des Savanes, notamment dans la préfecture de Tonne et dans la préfecture de Tandjouaré. Donc tout ceci montre que la maladie est communautaire. Nous allons continuer cette même stratégie de lutte qui est empêcher le virus de rentrer dans une zone, mais détruire la multiplication ou bien la contamination à l'intérieur de cette zone. La rentrée prochaine est prévue pour le 26 octobre prochain avec beaucoup de défis à l'horizon. Le ministre porte à la connaissance des journalistes les dispositions prévues. Une semaine avant la rentrée, nous allons mener une campagne de sensibilisation. Il va y avoir des émissions radio, des affiches, des flyers pour expliquer, sensibiliser encore les apprenants, les préparer pour cette rentrée. En dehors de ça, on prévoit faire très rapidement, très prochainement, avant la rentrée, au moins les appartements améliorés, parce que nous allons faire double flux et nous allons décanter les classes. Il va y avoir la fabrication de nouveaux tables-bancs, parce qu'il va y avoir de nouvelles classes. Donc cette distanciation sociale, elle est très importante. Vivre avec le Covid-19 n'est pas synonyme de fin de la pandémie. La coordination en appelle à une prise de conscience. Et voici à ce jour, 16 septembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo qui se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1608 avec 13 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1230 avec 11 guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 338 et le nombre de décès est de 40. Communiqué chiffre rendu public par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiewa. Dans la foulée, ce nouveau projet lancé contre le Covid-19, Takeda, c'est pour mieux protéger les femmes enceintes contre le virus dans les services de santé maternelle. Tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau projet, c'est avec Dodo Arrêt. Par peur d'être contaminées par le Covid-19, les femmes enceintes ont déserté les hôpitaux. Le taux de consultation prénatale est réduit, la santé de la mère et de l'enfant est en jeu. La situation interpelle l'UNFPA qui, à travers l'appui de la firme pharmaceutique Takeda, veut renforcer les services de santé maternelle et néonatale. Plusieurs maternités de soins obstétricaux et néonataux d'urgence sont ciblées pour les 9 prochains mois. Les femmes décèdent quand elles viennent accoucher. Les quelques causes que nous pouvons évoquer, c'est les hémorragies. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser une femme mourir pour saignement. Donc, les dispositions sont prises pour aider le gouvernement à atteindre ses objectifs en matière du PNDS et pour la réduction de la mortalité maternelle, qui est de 401 à 250. Ce projet va être exécuté au niveau national. Ça va prendre les 73 structures que nous appelons SONU, avec antenne chirurgicale et maternité sans antenne chirurgicale, bien préparées pour prendre en compte les urgences obstétricales et néonatales. Et ce qui est très important dans ce système, la gratuité de la référence. Une femme qui arrive avec une urgence, une hémorragie, rentre dans le système et est prise en charge dans la prévention de l'infection.
Une femme qui vient rentrer dans le système ne doit pas être contaminée. Autre volet, des sensibilisations sur la maladie à coronavirus. Le renforcement de certaines unités périphériques de soins en personnel, le développement d'un système digital pour suivre les consultations pré- et postnatales. Un projet bien accueilli en ce moment où les appuis de tous ordres sont sollicités. Nous savons ce que représente la santé de la mère et de l'enfant dans notre plan national de développement sanitaire qui est un affluent du plan national de développement. Et donc il est nécessaire que nous puissions assurer des soins maternels, des soins néonataux sécurisés malgré la COVID-19. Et c'est dans cette optique que le projet rentre dans cette nécessité absolue de continuité des soins. Le projet Takeda, qui reflète d'ailleurs la qualité des relations que notre pays a avec le Japon, qui reflète aussi les relations du Togo avec l'ensemble du système des Nations Unies. Ce projet qui a pour cible le réseau national des maternités, que représentent les SONU, avec le matériel de protection, les mesures d'hygiène et d'assainissement, l'adduction d'eau, les véhicules de liaison et des ambulances. Donc vous voyez que c'est un projet qui prend en compte de façon holistique tout ce qu'il faut pour des soins maternels et néonataux sécurisés. Et ça va certainement impacter l'un de nos objectifs, c'est réduire la mortalité maternelle, réduire la mortalité néonatale. Le CHR de Tchévier est l'épicentre de ce projet. Sur place, des équipements sanitaires sont remis au personnel soignant et des visites et simulations sont faites pour une prise en charge efficace des patientes. Dans le reste de l'actualité, cette première à ESA, la rentrée pour la formation des experts comptables à ESA, donc c'est une première rentrée que nous raconte Yasmine Kozia. La formation du diplôme d'études supérieures de comptabilité gestion financière d'ESCOGEF est aujourd'hui une réalité à l'École supérieure des affaires ESA au Togo pour faciliter la tâche aux étudiants de pouvoir faire et exercer le métier d'expertise comptable sans forcément voyager en Europe. Les promoteurs ont mis en place une pédagogie pour une formation de qualité sur place. C'est une joie que j'éprouve de pouvoir donner la chance à ces jeunes qui sont autour de moi, qui veulent devenir experts comptables. Donc, accéder au grade d'ESCOGEF, puis de DECOFI. Le métier d'expertise comptable, c'est le médecin de l'entreprise. C'est lui qui atteste, certifie les comptes, qui donne les conseils aux entreprises pour leur prospérité, leur bonne financière. La formation va se dérouler en 1 an, donc la préparation se fait en 1 an ici, et l'examen aura lieu en juillet 2021. Et à l'issue de ça, s'ils ont réussi, ils viendront faire 3 ans de stage et après passent le DECOFI pour avoir donc le diplôme d'expertise comptable financière en vue de s'inscrire donc à l'ONECA. C'est un diplôme qui va être reconnu par le CAMES. Nous avons aussi des étrangers, les gens qui viendront de l'Afrique centrale, puisque l'OADA aussi prévoit de créer un diplôme d'expertise comptable. Le rôle de l'expert comptable va bien au-delà de la tenue de compte. L'expert comptable délivre l'information financière fiable et est pluridimensionnelle dans son métier, selon le fondateur d'ESA. Devenir expert comptable après 3 ans de stage en cabinet et aider les entreprises à être performantes pour attirer les investisseurs. Et c'est le rôle des experts comptables de pouvoir les aider à avoir cette information financière. Aujourd'hui, on a besoin du privé, que le privé vienne investir en masse. Et cette information est délivrée donc par les experts comptables. Et cette génération que nous formons, nous espérons qu'ils vont jouer ce rôle et aider donc notre économie à se développer. Cette promotion, je l'ai dédicacée, promotion à Mouzogan Géraud, en mémoire à l'ancien président du jury d'ESCOGEF et du DECOFI, qui était professeur titulaire, il était au Bénin, qui nous a honorés à ESA en venant faire la formation à nos enseignants et en acceptant de dédicacer une salle à son nom.
Donc c'est le pionnier de la formation d'ECOFI. Plusieurs thématiques sont abordées, telles que les conditions d'admission au DESCOGEF, les épreuves concernant le diplôme DESCOGEF. Les curricula de formation sont élaborés par le CREFEF en tenant compte des exigences du système LMD afin de permettre aux apprenants d'accéder aux compétences universelles exigées pour chaque niveau de formation. ESA a déjà obtenu 16 trophées de qualité, dont le Palme d'Or de la meilleure université d'excellence et de référence en Afrique de l'Ouest. Et ceci referme ce journal, mais attention, ne décroche pas encore. À suivre juste après moi et tout à l'heure, la séance questions-réponses entre le Premier ministre et les députés sur la prorogation, loi d'habilitation et de l'état d'urgence sanitaire. C'était hier à l'Assemblée nationale. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Bagré dans le Pendjal. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée, prenez bien soin de vous. Bonne suite. J'aimerais associer donc ma voix et celle de notre groupe parlementaire pour féliciter le gouvernement pour cette dextérité dans la gestion de cette pandémie. Maintenant, j'ai juste 3 questions. La première, c'est concernant les frontières terrestres. On se rend compte que plus elles sont fermées et plus les gens passent par des voies contournées. Est-ce qu'à ce jour, il ne peut pas être envisageable de trouver une solution pour plutôt faire une ouverture contrôlée des frontières terrestres? Ma deuxième question concerne les entreprises. Sérieusement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, surtout les PME, PMI, ont le couteau à la gorge et beaucoup même commencent déjà à déposer le bilan. Donc, qu'est-ce qui va être prévu? Peut-être que ça va venir avec le temps, mais si on peut avoir une anticipation là-dessus, ce serait une bonne chose. Ma dernière question, Madame la Présidente, c'est concernant la rentrée. Nous savons que la rentrée aura lieu le 26 octobre prochain. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà anticiper pour nous dire quelles sont les mesures qui seront éventuellement prises, d'autant plus que beaucoup de nos établissements sont surpeuplés? Le PND est le programme directeur. Et aujourd'hui, après 6 mois, est-ce que le gouvernement peut nous dire si nous pourrons rester toujours dans les mêmes objectifs? Ou bien alors, déjà les 6 mois plus maintenant les 6 mois, donc ça nous fait quasiment une année. Ça veut dire que quasiment l'an 2020 est compromis. Est-ce que des impacts ou bien des incidences importantes vont avoir lieu? Acteurs impliqués dans cette lutte contre la COVID-19, au premier chef, le chef de l'État, son Excellence M. Faure Gnassingbé, pour son savoir-faire et sa vision hautement appréciée hors de nos frontières pour cette gestion de la crise. En notre entendement, nous osons croire que cette crise a 2 manches. Et la première manche, c'est comment limiter la pandémie. La deuxième manche est celle de la recherche du remède. Et c'est en cette manche que ma question se situe. Et je voudrais savoir ou demander au gouvernement de nous donner un peu plus d'informations sur les recherches qui sont faites au sein de l'Université de Lomé, parce que ces chercheurs sont déjà en train de lancer ou de parler des essais cliniques. Et je voudrais en savoir plus sur ces recherches. Évidemment, il y a quelques questions spécifiques auxquelles nous allons apporter des éléments de réponse clairs. Par contre, l'honorable député et l'honorable Taman, après les félicitations, s'est appesanti sur le cas des frontières terrestres. Je dois dire que le Togo, notre pays, est dans un espace. Et cet espace, pour mieux lutter collégialement contre un certain nombre de défis
lesquels défis aucun pays pris isolement ne pourra faire face efficacement, il y a des dispositions communautaires. Et donc, dans le cadre de ces dispositions, c'est la CEDEAO qui a souhaité, avec des dates précises, de quand on peut ouvrir quelles frontières. Et l'ouverture de la frontière ou des frontières aériennes le 1er août, vous aurez constaté que certains pays de l'espace CEDEAO avaient déjà ouvert les leurs. Le Togo, nous avions attendu, et avec de bonnes raisons. Le président a décidé que notre pays soit un pays sécurisé à tous les niveaux. Et donc, il y a un laboratoire, je dirais, très moderne. Je ne suis pas venu ici pour faire le truc, mais je demande aux députés qui peuvent de faire le tour de la sous-région pour voir dans combien de pays il y a ce laboratoire. Et donc, dans le respect des décisions de l'espace communautaire, les frontières aériennes sont ouvertes. Les frontières terrestres, collégialement, les décisions ne sont pas encore prises. Nous sommes dans un environnement, et cet environnement est collégialement piloté par des leaders qui donnent des indications. Donc, nous sommes conscients que des gens passent par des endroits non contrôlés au niveau des frontières terrestres pour rentrer dans notre pays. Les frontières légalement établies au niveau des frontières terrestres sont contrôlées. Par contre, et comme vous le savez, les frontières sont poreuses, pas seulement au Togo. Les gens connaissent des pistes. Vous pouvez mettre des militaires ou des gendarmes, vous ne pouvez jamais boucher ces petites pistes-là qui vont soit à travers les forêts, à travers les montagnes, etc. Mais nous ferons le maximum pour que ces pistes ne deviennent pas des gîtes qui vont faire entrer au Togo des malades du Covid-19 comme nous l'avons connu. L'honorable Tahama Guéry, il y a des entreprises qui ont des trésoreries en difficulté, ça c'est vrai. Ici au Togo, comme aux États-Unis ou en Europe, partout dans le monde, rares sont les entreprises qui diront qu'elles n'ont pas de difficultés en ce moment de Covid-19. Et donc, beaucoup de mesures ont été prises au Togo. D'abord, pour ce qui concerne la trésorerie, le gouvernement, avec les hautes orientations du président de la République et par le biais du ministre de l'économie et des finances, a travaillé avec le directeur national de la BCEAO pour que des facilités soient accordées aux entreprises. Les banques ont des règles. Et si vous ne remplissez pas ces conditions, on classe les entreprises selon des catégories. Donc il y a certaines catégories qui ne peuvent pas avoir droit à certains montants auprès de leur banque. Mais dans le cas du Covid-19, la demande a été formulée et la BCEAO a revu ces dispositions pour pouvoir accompagner les entreprises qui ne répondaient pas normalement aux critères de pouvoir bénéficier d'un certain fonds auprès de leur banque. Pour la rentrée prochaine, nous avons dit, et je crois que tel que vous avez fait confiance au président de la République et au gouvernement pour la gestion sur les 6 mois, je vous demande tout simplement de continuer par faire confiance au chef de l'État et au gouvernement sur les mesures que nous sommes en train d'envisager pour une rentrée sécurisée de nos enfants. Bon, pour le plan national de développement, le PND, naturellement,
au moment de la conception du plan national de développement, il n'y avait pas le Covid-19. Donc, c'est une situation qui vient paralyser le bon déroulement du PND. Toutefois, nous ne devons pas perdre courage. C'est vrai que quand on prend le plan national de développement, qui est structuré en 3 axes, le premier axe, qui est beaucoup plus focalisé autour des transports, de l'hôtellerie et autres, on comprend que les différentes suspensions de voyage, pas seulement au Togo, mais dans le monde entier, a déjà impacté le flux de touristes qui devraient normalement venir. Le deuxième axe reste l'axe d'espoir du PND, puisqu'il est fondamentalement basé sur la promotion de l'agriculture et la transformation des produits agricoles pour apporter de la valeur ajoutée à nos produits à travers la transformation. Donc, ce taxe basé sur l'agriculture, tel que conçu, et avec la pluviométrie que nous avons, malheureusement, dans la partie méridionale, il y a eu quelques difficultés au niveau de la répartition saisonnière, mais nous avons sillonné le pays la semaine dernière jusqu'à Dapaon. On constate que dans la partie septentrionale, la pluie est au rendez-vous. Nous allons croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de trop-plein, c'est-à-dire des pluies diluviennes qui détruisent l'espoir qui est actuellement constaté sur le terrain. Il va falloir que, et c'est là le rôle des entreprises, c'est là où nous devons soutenir toujours les entreprises pour que la transformation qui est attendue et qui constitue le vrai changement de paradigme puisse permettre à ce que le rendement agricole associé à la transformation, que ce taxe génère toujours de ressources, même s'il ne peut pas combler le manque à gagner dû aux difficultés que la crise a imposées au premier axe. Donc, le PND, naturellement, ne peut plus être resté dans son état initial, mais mérite d'être, disons, revu en termes de stratégie, mais également en termes de timing. Donc, il y a de l'espoir, quand bien même nous savons qu'il y a un grand manque à gagner au niveau de l'axe 1. Quant à l'axe 3, vous avez constaté dans ce que nous avons décliné tout à l'heure que la redistribution des ressources se fait davantage. Donc l'inclusion économique et sociale, malgré les difficultés, cette inclusion est toujours d'actualité, sinon mieux qu'avant. Alors, nous allons ensemble continuer par soutenir les efforts aussi bien du gouvernement, mais également des acteurs de la société civile pour que le PND reste la clé de voûte du développement de notre pays pour une meilleure redistribution au plan social. L'honorable Poken, bon, merci d'avoir tiré chapeau au président de la République et au gouvernement, surtout au chef de l'État, pour sa vision. Oui, pour gouverner, il faut avoir une vision. Cette crise, selon le député, a 2 marches. Et sa préoccupation, c'est la deuxième, à savoir les recherches. Oui, le président de la République, par anticipation, nous l'avions dit, avant même que le premier cas n'ait été décelé, a mis en place un comité de crise pour explorer éventuellement qu'est-ce que nous ferions si. Et le président de la République, respectueux d'abord des textes et de la dignité humaine,
les recherches dont vous parlez, c'est vrai, l'université de Lomé a initié. Et là, le gouvernement a appuyé par plus de 130 millions cette recherche qui est en cours. Et pour ceux qui suivent la télévision togolaise, vous aurez constaté que le professeur Ekoebi s'est longuement appesanti sur le niveau de recherche. Il a été clair en disant que ce n'est pas un vaccin, mais ils sont en train de faire des tests sur des substances, les plantes que nous avons au Togo, au regard de la biodiversité de notre pays. Quelles sont les substances qu'ils peuvent tirer pour atténuer? Ce n'est pas pour guérir totalement. Donc, selon les principes de l'OMS, il y a différentes étapes. Lorsque vous trouvez même un vaccin, la première étape, on fait l'expérience sur, ce n'est pas des cobayes, mais sur certaines personnes. Avant, on le faisait sur certains animaux. Ça dépend de quel type de vaccin s'agit-il. On voit la réaction de ce vaccin. On prend une autre catégorie de malades qu'on traite avec d'autres produits pour voir au finish, en termes de comparaison, quelle est la molécule qui a mieux travaillé. Donc, première étape, pour revenir à la recherche que l'Université de Lomé est en train de mener, c'est pour voir, et dans les jours à venir, ils vont essayer cette substance-là sur une catégorie de personnes contaminées. Par rapport à l'azithromycine et à la chloroquine, pour voir des patients à qui on a administré cette substance, quelle est leur réaction, et les patients à qui on n'a pas administré la substance. Donc, c'est le premier test. Une deuxième étape, on doit encore inoculer ces molécules ou substances à d'autres patients pour voir toujours la réaction. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire plus grave que la maladie qu'on veut combattre? Et c'est à la troisième étape, si les faits sont concluants, qu'on peut dire oui, on a un vaccin. Donc c'est pareil pour la démarche que l'Université de Lomé a engagée. Et donc nous sommes à la première étape. Il faut féliciter l'université. L'université de Kara aussi travaille sur d'autres thématiques, notamment le volet économique. Dieu merci. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a pu maîtriser la propagation de la maladie à un rythme supportable si nous en tenons aux chiffres des autres pays qui nous entourent. Pour ce faire, je voudrais adresser ma reconnaissance au président de la République, à son excellence, Monsieur le Premier ministre, à tout le gouvernement. Merci au gouvernement pour avoir créé un fonds spécial pour gérer cette pandémie qui porte un coup dur au budget. Concernant la prorogation, si vous êtes malade, je crois le premier médicament, c'est la confiance qu'on a en soi qu'on va guérir. Et si, par exemple, on donnait 6 mois pour cette prorogation, ce serait une peur sans fin. C'est-à-dire, vous aurez peur tous les 6 mois-là. Alors que si on divisait ce délai en 2, 3 mois, au moins, il y aurait, quand vous sentez que vous serez guéri, vite on sera guéri et
on pourra, n'est-ce pas, laisser les 3 mois pour, n'est-ce pas, faire autre chose. Merci. J'aurais voulu passer mon tour, mais permettez-moi maintenant d'exprimer la joie qui m'anime et de l'exprimer pour la qualité du travail qui est fait au niveau du gouvernement et sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je suis particulièrement attentif et content que parmi les cas contaminés, il y a moins de personnes vulnérables. Cependant, beaucoup de personnes vulnérables sont dans une situation encore plus vulnérable, causée par les effets économiques induits par la maladie du coronavirus. Beaucoup de personnes nous demandent qu'on fasse un plaidoyer pour qu'elles soient indemnisées au titre de novicie ou dans un autre cadre. Parce que les personnes qui les accompagnent, qui les aident, déclarent être en déficit pour la plupart. Et donc n'ont plus les moyens pour les accompagner. Et je souhaiterais que nous puissions avoir des propos d'espoir à l'égard de ces populations qui déjà font des efforts pour ne pas tomber malades, donc, mais qui ont du mal à s'en sortir économiquement. J'aimerais convier l'ensemble de nos concitoyens à aider le gouvernement, parce que quand on dit que nos frontières sont poreuses, comme le Premier ministre l'a dit, même si on met un policier à chaque 2 km, je ne sais pas si on peut lutter, mais il faut encourager, nous, élus du peuple, peut-être à repartir à la base, sensibiliser nos populations, parce que je pense que c'est un véritable danger pour nous. Si nous nous organisons de manière efficace la riposte et que les voisins sont laxistes, ils nous exposent. Et je pense que tous ceux qui sont venus, les foyers de contamination que nous avons eus, c'est à travers des pays frontaliers. Donc je nous encourage à aider le gouvernement. Je ne suis pas sûr que le gouvernement a une réponse à 100% à cette question. Donc je n'aimerais pas défendre le gouvernement, mais aller dans le sens où tout le monde doit être vigilant et signaler les gens qui viennent, qui traversent les frontières dans nos villages, dans nos cantons, à travers les chefs cantons, à travers le préfet. Par rapport aux mesures sur le plan économique, nous savons que la Covid, cette maladie a eu des impacts sur notre économie, mais nous avons aussi très bien résisté. Nous, pour le moment, ne sommes pas en récession. La croissance est estimée à 1%, mais nous voulons... L'honorable Tama a posé une question, je pense que le Premier ministre ne nous a pas donné vraiment d'éclaircissement là-dessus. S'il peut nous donner quelques éléments d'appréciation. Merci, Madame la Présidente. Alors, l'honorable Pévet, qui a dit que si on proroge le délai, ça va faire peur, et que par contre, si on dit c'est 3 mois, mais le délai n'est pas la cause de la maladie. Et aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de vaccin, on ne peut pas dire, à moins de faire la politique de l'autruche, de mettre la tête dans le sable et dire je n'ai rien vu venir, pour dire 6 mois, c'est trop long, dès lors qu'il n'y a pas encore de vaccin. Donc, ces délais, et comme c'est dit dans la Constitution, ce n'est pas parce qu'on a donné 6 mois d'habilitation ou 6 mois d'état d'urgence que si d'ici 1 mois, 2 mois, on trouve une solution, nous allons maintenir l'habilitation et l'état d'urgence. Non, ça prendra fin automatiquement. L'honorable Aoumé Zounou a salué aussi la qualité du travail et dit, nous partageons peut-être ces observations, que les personnes vulnérables n'ont pas été tellement impactées, c'est-à-dire touchées par la maladie. Nous saluons. Si tel est le cas, c'est bien. Cependant, et il a dit à juste titre que
les personnes vulnérables restent davantage vulnérables à cause de la situation. Parce que les personnes ou les organes, les entités qui accompagnaient, qui soutenaient ces personnes vulnérables, ces organes sont en difficulté. Donc, il faut faire quelque chose et il demande s'il peut y avoir un volet spécifique, Novici, à l'endroit de ces populations vulnérables. Nous ne cesserons de le dire, la volonté du président de la République à l'endroit de toute la population togolaise est manifeste, cette volonté. Et si, spécifiquement à l'endroit des personnes vulnérables, à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit des femmes. Par conséquent, aucun effort ne sera de trop. Mais tout se fera dans la possibilité ou la capacité du gouvernement. Pour l'honorable Kabara, merci de féliciter le chef de l'État et le gouvernement pour l'efficacité. Et il a été juste en disant, parce que il vient de quelque part qui est sur la frontière. C'est bien ça. Bon, au pays Sola, c'est juste la frontière avec le Bénin. Donc, il sait comment les gens rentrent, comment les gens sortent. Il y a des endroits, quand vous arrivez, on vous dira cette case, c'est au Togo. L'autre, c'est au Bénin. La cour est commune. La cour est commune. Ou bien on vous dit, c'est l'arbre là, le grand arbre là, qui est la frontière. Vous voyez? Donc, la réalité, quand on est dans l'imaginaire, c'est difficile de voir réellement ce qui se passe sur le terrain. Et donc, nous souscrivons à ce que l'honorable a dit, que c'est le devoir de nous tous de sensibiliser nos populations pour qu'elles puissent dénoncer toute personne qui arrive de l'extérieur pour que nous puissions voir et lui appliquer les mesures. Vous voyez à l'aéroport international, Yadema de Lomé, dès que vous arrivez, le test est fait, automatiquement, si c'est suspect, ne serait-ce que par la température, on sait là où vous dirigez. Donc, je crois que ce devoir appartient beaucoup plus. Ce n'est pas une injonction. Je constate que ce devoir de sensibiliser nos populations revient en premier lieu aux honorables députés qui sont en contact permanent avec nos laborieuses populations. Et l'honorable Kabara a raison. Il nous a félicités, je le félicite aussi.